La frugalité du Drosera, un roman feuilleton 2.0 collaboratif et un peu perché, d'Hélène du Guézou. Épisode 16. J'ai en Kevin Pichon l'homme de la situation. Ça chiffonne, Kevin Pichon. À l'issue d'une rapide enquête de voisinage qui n'a rien donné, la police de Quimper reste sans nouvelles d'Yvon, commissaire divisionnaire quimpérois retraité et auteur à succès de polars régionaux. Et accessoirement donc membre fondateur du Crapaud. Alors que le général Kerbidi quitte Quimper, à l'issue de sa réunion préfectorale en direction du nord, l'UPJ Pichon quitte Plorin-les-Morlaix et met le cap vers le sud, avec sur les épaules tout le poids des enjeux qui le dépassent. Chassé-croisé de gendarmes sur la RN 165. Quand la douce voix de son GPS lui susurre « Vous êtes arrivé à destination » à l'angle des rues Luzel et du Frout, un binôme de policiers quimpérois l'accueille assez mollement et l'invite à se garer dans l'enceinte de la copropriété, à l'abri de grilles ouvragées. Ben, c'est repeint ici au moins, se dit-il. Et en effet, ça l'est. L'ascenseur chuinte avec élégance et le dépose dans un soupir et sans un soubresaut au deuxième étage. Le palier respire le neuf, la retraite de boomer et les matériaux nobles. La porte de l'appartement d'Yvon est close, mais Kevin Pichon va sonner chez les aimables voisins du disparu, appliquant sur ses traits un masque subtil d'autorité, de bienveillance et de droiture. Le Judas apprécie, et la porte s'en trouve sur une petite femme assez ratatinée, crêpée et peroxydée. Bonjour madame, OPJ Pichon de la gendarmerie nationale. Nous cherchons à entrer en contact avec votre voisin immédiat. Le visage de la vieille dame s'illumine comme un soleil. Ô capitaine, mon capitaine, notre effroyable voyage est terminé. Le vaisseau a franchi tous les caps, la récompense recherchée est gagnée. Le port est proche, j'entends les cloches, la foule qui exulte. Pendant que les yeux suivent la quille franche, le vaisseau lugubre et audacieux. Mais ô cœur, 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 ô les gouttes rouges qui saignent sur le pont où gît mon capitaine, étendu, froid et sans vie. Kevin Pichon reste sans voix, du moins un temps. Je vous demande pardon? Feu mon mari, qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui bien trop tôt, faisait partie de vos rangs, mon capitaine, et il était général d'armée, et a servi la France jusqu'à son dernier souffle. J'ai donc reconnu immédiatement votre grade. Quoiqu'à mon sens, les uniformes de la gendarmerie d'aujourd'hui manquent singulièrement de martialité. Quant à moi, j'ai longuement enseigné la littérature américaine, et je me pique d'être encore capable de déclamer les plus beaux vers de la langue anglaise. Kevin Pichon, à son corps défendant, se doit de reconnaître qu'il ne saisit pas la référence. L'ignorance de son auditoire chiffonne la vieille dame parfumée. Je viens de vous dire le début d'un poème de Walt Whitman. Ah, bien, bravo. Répond sans excès d'enthousiasme le gendarme déstabilisé, parce qu'il lui faut bien dire quelque chose. Et donc vous avez des nouvelles de votre voisin? Ah oui, oui, je l'ai croisé ce matin vers 9 heures, qui remontait avec son journal. Je discutais avec cette adorable jeune femme qui le cherchait aussi, justement. Je lui ai appris, elle l'ignorait, voyez-vous,
que ce poème fut composé en hommage au président des États-Unis Abraham Lincoln en 1865. Et ce poème parut la même année dans un appendice de la dernière version du recueil Feuilles d'herbe. Pas d'inquiétude. La structure du poème est assez simple. Elle se compose de 3 strophes et commence par le célèbre apostrophe Oh Captain, my Captain. Quand j'ai vu passer Yvon, je lui ai déclamé cette première strophe. Il a fait une drôle de tête d'ailleurs. Auriez-vous les clés de son appartement par hasard? Oui, par bonheur, lui répond la vieille dame. J'ouvre la porte à sa femme de ménage tous les jours. Je vais vous les chercher. Elle claque la porte au nez d'un Kevin Pichon, ébahi. Le gendarme prend son mal en patience, mais l'attente est longue. L'OPJ a le temps de consulter ses messages sur son téléphone, d'envoyer une équipe à Huelgoat pour récupérer le camping-car alloué par le préfet, de faire ses courses en ligne sur un drive parce qu'on est déjà samedi et que demain rien ne sera ouvert, d'envoyer un texto à sa mère pour lui demander d'aller retirer sa commande, puis de consulter la météo pour s'enquérir du temps qu'il fera en fin d'après-midi et dans la soirée dans les monts d'Arrée où il assurera la protection rapprochée des auteurs du crapaud en goguette. La porte de l'appartement ne se rouvre pas. Il se permet de sonner à nouveau. La porte s'entrebâille avec suspicion. « Je n'ai besoin de rien, » grince la nonagénaire. « Je crois que vous m'avez oublié. Pouvez-vous me confier les clés de votre voisin pour les besoins d'une enquête officielle de la plus haute importance ?» Comme un hibou au crépuscule, la vieille dame cligne des yeux. Ses pensées semblent soudain s'enchevêtrer derrière ses iris laiteux, puis ses lèvres fardées s'étirent en un fin sourire très diorifique. Oh, capitaine, mon capitaine, notre effroyable voyage est terminé. Les clés, par pitié, l'interrompt le gendarme dans un feulement de désespoir et de contrariété. La lourde porte de l'appartement coulisse sur ses gonds avec une élégance cossue et dévoile le soleil de cette fin de matinée qui inonde un vaste séjour. Le vieux Quimper ronronne derrière les hautes fenêtres. L'ambre des flèches de la cathédrale déchire le bleu du ciel. Kevin Pichon siffle d'admiration et peut-être un peu d'envie. La vue que lui offre son austère logement de fonction de Plorin-les-Morlaix ne souffre pas la comparaison. Ici, ça sent à la fois le neuf cosy et l'ancien de bon ton. L'appartement a des faux airs d'appartement témoin au diapason des magazines de décoration. Un mélange de meubles contemporains dans un camailleux de gris et d'antiquités soigneusement chinées. Il n'y a pas âme qui vive. Le lit est défait, la vaisselle du petit déjeuner dans l'évier, le journal replié sur la table basse à côté du dernier Playboy et d'une tasse blanche. Chaque centimètre carré signe l'appartement de l'officier de police retraité divorcé depuis belle lurette. Aucun indice ne laisse penser à un départ programmé. Il y a encore de la buée dans la très jolie salle de bain. La chasse des toilettes n'est pas tirée. Et dans le vide-poche de l'entrée, il y a une clé de voiture et à côté un téléphone portable en charge. Kevin Pichon refait un tour de l'appartement et se dit qu'il y manque un espace de travail, un bureau. Il y a bien une chambre et une chambre d'amis, un salon et une cuisine, mais pas de bureau, ni de livre, ni d'ordinateur. Curieux pour un écrivain, se dit finement le perspicace Pichon. Il se plante au milieu du salon et du regard balaie à nouveau la pièce. Il lui semble avoir loupé quelque chose. Alors que sa cervelle mouline et que son regard tente de s'échapper par les fenêtres par-delà la houle des ciels, des toitures et des conduits de cheminée, il se fige et fixe la table basse, le journal et la tasse. C'est une tasse blanche, sérigraphiée. Le gendarme contourne la table de verre et lit sur le mug, à gauche de l'anse, cercle des romanciers, des auteurs et des poètes de l'Ouest, suivi du prénom
Yvon. Saperlipopette. Mais Pichon est troublé, cette anomalie. Une tasse, sans corps ni poème. Puis il se souvient de la voisine radoteuse. Si, il y a bien un poème. Quant au corps, il faut le trouver. Il y a comme une urgence. Il revient au vide-poche de l'entrée, qu'il passe en revue, un paquet de cigarettes, un briquet en argent, des bonbons mentholés, des doubles de clés. Il tente d'accéder au téléphone portable qu'il n'arrive pas à déverrouiller. Mais il prend note du très grand nombre d'appels en absence à partir de 10 heures. Il embarque les clés de voiture, de la boîte aux lettres, du garage et de la cave et quitte l'appartement désert. La boîte aux lettres est vide. Le gendarme se dirige vers la lignée des garages. La porte de celui d'Yvon bascule dans un chuintement feutré, découvrant un SUV étincelant. Si Yvon est parti, c'est soit à pied, soit dans un autre véhicule. Acquis de conscience, et avec une certaine appréhension, l'OPJ déverrouille la voiture noire aux vitres teintées. Elle couigne et clignote, mais elle est vide. Dans la boîte à gants, Kevin Pichon trouve des atlas routiers et des préservatifs. Le coffre est vide. Dans le GPS intégré, il ne glane pas grand-chose non plus sur la semaine écoulée. Le café du port du Dourduf, une adresse à Bénodet, une autre à Brest et une dernière à l'île Tudy. Il referme la voiture et le garage, alors que des éclats de voix derrière la haute grille ouvragée de la cour lui parviennent. Au ton et aux termes employés, Kevin Pichon reconnaît immédiatement quelqu'un qu'il n'a pourtant encore jamais rencontré, mais contre lequel son supérieur, l'admirable général Kerbidi, l'a mis en garde. L'ex-agent du FBI fait du Reuse rue du Frout et se frite avec les flics. L'OPJ calme le jeu, se présente et assène. Vous le savez aussi bien que moi, vous ne pouvez pas rentrer dans la cour ni dans le bâtiment. Une enquête est en cours. Il s'agit de mon confrère et de mon ami. Je suis excédé par le peu d'attention que vous prêtez, vous et votre général, à mon expérience et à mes compétences qui, en ce qui concerne les affaires de cette envergure, dépassent plus que largement les vôtres et celles de tout le groupement de gendarmerie et de police du département. On s'empourpre bien un peu sous l'affront, mais cultive courageusement une saine zen attitude. Il sort ostensiblement son petit carnet et son stylo. Il n'y a personne dans son appartement. Son véhicule est dans le garage. Son téléphone est là. Il semble s'être volatilisé. Alors j'ai besoin de votre témoignage. Connaîtriez-vous son code de verrouillage de téléphone par hasard? Ah oui, bien sûr. C'est le même depuis longtemps et puis c'est le mien aussi. Et quel est ce code? 0666. C'est curieux, ça me dit quelque chose, oui. Oui, je l'ai. C'est le nombre du diable, n'est-ce pas? C'est aussi un nombre premier, non? Alors, oui et non, répond Bertrand, laconiquement. Vous pouvez préciser votre pensée? Hasarde le capitaine Pichon un peu perdu. Ce n'est pas un nombre premier, car 666 est au moins divisible par 6. Mais ce nombre est la somme des carrés des 7 plus petits nombres premiers. D'ailleurs, 7 peut s'écrire 6 plus 6 sur 6, soit 6 plus 1. C'est fascinant, n'est-ce pas? Absolument, articule l'OPJ qui a décroché dès les premières secondes de cette brillante démonstration. Pour les superstitieux et les amoureux des nombres, et, à en croire la Bible, c'est bien le nombre du diable, s'emballe Bertrand.
Mais d'où vient cette croyance? L'interroge Pichon. Directement de la Bible, déclare d'un ton sépulcral l'ex-agent spécial. Puisqu'il est écrit dans l'Apocalypse de saint Jean, chapitre 13, verset 18, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. L'échine du très cartésien gendarme se hérisse bien un peu, mais il prend sur lui, et, à nouveau, opte pour un sage repli sur un tout autre sujet. Satordalic, revenons à votre ami. Que pouvez-vous dire de ses habitudes? Bref, où pourrait-il bien se trouver? L'ex-agent spécial ôte ses lunettes de soleil siglées et se frotte intensément l'arête du nez. Son front se ride, son nez se plisse, et ses lèvres forment un petit rictus. Depuis que cette affaire a commencé, il s'est claquemuré. Il n'a donc pas quitté les lieux. Mais peut-être est-il dans son bureau? Kevin Pichon lève les yeux au ciel parce que bon, on peut avoir de la patience et de la bienveillance, certes, mais pas en quantité infinie. Je viens de vous dire que j'ai fouillé son appartement et qu'il n'y a pas de bureau. Mais son bureau est au sous-sol. Kevin Pichon regarde alors dans le creux de sa main la dernière clé, celle de la cave. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur le sous-sol accompagnées d'une voix sirupeuse et synthétique. Niveau -1. Après quelques pas dans le long couloir joliment carrelé, Kevin Pichon cherche vainement à introduire la clé dans la serrure sécurisée de la cave du disparu. Une clé doit se trouver engagée de l'autre côté, se dit-il. Il abaisse la poignée et pousse doucement la porte qui s'ouvre sur une vaste pièce lumineuse éclairée par des LED aux couleurs tamisées. Kevin Pichon se dit que le terme de cave n'est pas vraiment approprié, tant cette antre est claire, douce et fonctionnelle. Des étagères d'une bibliothèque en bois couvrent les 4 murs et ploient sous les livres. Récits de criminologie, code de procédure pénale, code pénal, coupures de presse, dossiers divers, polars américains et bretons, dont la série complète des œuvres du propriétaire des lieux, les enquêtes du flic Flock. Au milieu, trône un large bureau aux lignes scandinaves, un ordinateur, une imprimante et un large fauteuil. Sur le clavier du PC, une feuille griffonnée rageusement. Pardon, merde! Au fond, cette pièce aurait pu être très agréable si au plafond ne s'était pas trouvé un crochet sur lequel est nouée une corde au bout de laquelle tournoie très lentement un pendu. Après le poème et la tasse, le gendarme Kevin Pichon est très satisfait d'avoir trouvé Yvon. Plus tôt dans la matinée, alors qu'il quittait la préfecture, le général Kerbidi s'était brièvement entretenu avec le préfet. Le gendarme Pichon est-il bien l'homme de la situation? Avait questionné anxieux le représentant de l'État. Le général Kerbidi avait pris son temps avant de répondre. Je connais Kevin Pichon depuis l'époque où il était jeune recrue à l'école de gendarmerie de Châteaulin. Je l'ai choisi parce que je pensais qu'il avait l'étoffe d'un bon enquêteur et j'avais raison. Il a été particulièrement brillant dans la résolution de l'affaire de la trépassée des Monts d'Arrée. C'est un métier bizarre que le nôtre. Travailler dur ne vous fera avancer que jusqu'à un certain point. Il arrive un moment où il faut voir à travers les faits, à travers cette masse qu'on rassemble, pour découvrir ce qui est important, ce qui est significatif. Pichon a ce don-là. Avec cette étrange affaire et le sous-effectif chronique de la gendarmerie, il n'y avait pas beaucoup de choix parmi les enquêteurs disponibles et Pichon m'a paru celui qui s'imposait. J'y ai réfléchi depuis. Je me suis demandé
Est-ce que j'aurais choisi quelqu'un d'autre si j'en avais eu l'occasion? Monsieur, la réponse est non. J'ai en Kevin Pichon l'homme de la situation.